La culture peut-elle donner du sens à l'Europe? C'est à cette question que devait répondre Umberto Eco, invité du Forum Libération l'an passé. Mais au micro d'Euronews, l'intellectuel, érudit et romancier italien est revenu sur la fin de l'ère Berlusconi et la crise en Europe. Interview sans langue de bois avec l'un des plus grands intellectuels européens. Umberto Eco, bonjour. Bonjour. La question du faux est au cœur de votre dernier roman, Le cimetière de Prague. Ce sont les choses derrière les choses cachées derrière les choses. Est-ce que cette définition s'applique encore à Silvio Berlusconi? Non, mon roman, c'est sur les faussaires, les producteurs de faux dossiers. Bon, voilà, Berlusconi a produit de faux dossiers pour tuer ses adversaires politiques. Si vous voulez, vous pouvez trouver un rapport. Mais puisque mon roman, c'est sur la production des protocoles, des sages, des sillons, avec tout ce qui a représenté dans l'histoire de l'humanité, je n'oserais pas dire que Berlusconi est arrivé jusqu'à ce point. Comment, cependant, Silvio Berlusconi a-t-il pu rester aussi longtemps à la tête de l'Italie? Quelle est sa recette magique? Il est un grand communicateur. Il est un charmeur. En tout cas, un charmeur d'un public d'âge moyen, de 50 ans en avant, c'est-à-dire le public qui regarde la télé et qui regarde ces télés. Et donc, il a pu obtenir. Mais il n'a pas eu une majorité. Il a travaillé avec les 30-40%. C'était une loi électorale qui lui a permis de dominer le Parlement. Heureusement. De le dominer très longtemps. Très longtemps. Et heureusement, le reste de l'Italie a réussi à résister. Comment Berlusconi a pu accepter, l'Italie a pu accepter Berlusconi? Un journaliste allemand m'a posé la même question. Je lui ai répondu comment l'Allemagne a pu accepter Hitler. Comment la France a pu accepter Vichy? D'accord, mais pour autant... Il arrive dans le pays d'avoir des moments... Allez, au début des années 90, il y a eu la grande crise de la démocratie chrétienne, qui pratiquement s'est effondrée. Il est resté un trou énorme. Berlusconi a eu l'intelligence politique et la capacité de faire des alliances sans problème idéologique, seulement comme un marché de vaches, et il a rempli ce trou. Désormais, vous avez vu, les catholiques se sont aperçus qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Ils s'en sont tirés et les trous a disparu. Mais pour autant, si Silvio Berlusconi n'est plus au pouvoir, c'est du fait d'une crise extérieure qui touche effectivement l'Italie, mais la crise de l'euro et pas le fait de la résistance du peuple italien. Je ne suis pas d'accord. Il y a eu pendant cette année une critique constante de la part de la plus grande partie de la presse, des intellectuels, etc., qui a servi beaucoup à réduire l'image de Berlusconi, à le montrer dans ses faiblesses. Et donc, à un certain point, Berlusconi a dû céder même au fait qu'il n'était plus accepté par les leaders européens. Et sa chute a coïncidé avec le fait que maintenant, l'Italie est représentée par un homme respectable. Justement, on y vient. Mario Monti. Mais quel est votre avis sur la façon dont Mario Monti est devenu Premier ministre? N'y a-t-il pas quand même une crise de la démocratie européenne? Non. La Constitution italienne, qui est considérée peut-être la plus avancée du monde parce qu'elle a été faite après la fin de la guerre et donc pour réagir à tous les risques de la dictature, dit que le président de la République, qui est élu par le Parlement, peut, dans certaines circonstances, proposer au Parlement un gouvernement technique qui peut être approuvé ou refusé par le Parlement. Donc tout s'est passé selon la lettre de la Constitution. Il n'y a pas eu de coup d'État financier? Non. Ah voilà, si vous voulez faire la paranoïa du complot universel, alors vous pouvez dire qu'il y a les juifs derrière, les francs-maçons, mais je ne suis pas habitué à non, c'était surtout sur un plan sociologique, l'exemple de la Grèce, l'exemple de l'Italie, l'absence de référendum en Grèce, non, le fait que... Il y a eu des problèmes financiers.
comme dans les autres pays de l'Europe, que Berlusconi n'était plus capable de résoudre. Et même ces hommes ont commencé à s'éloigner. Et puisqu'il avait créé un parlement avec une loi approuvée par lui, tout à fait folle, par lequel les députés n'étaient plus élus par le peuple, mais nommés par le président élu, il s'est entouré des yes-men, et les yes-men sont des gens sans moralité. Ils étaient prêts à trahir, et ils l'ont fait. Très bien. Est-ce que la crise de l'euro est pour vous une source d'inspiration, pourrait être une source d'inspiration pour un livre, éventuellement, un roman? Non. Même les conséquences sociales... Vous avez la mauvaise habitude de croire que les écrivains sont des oracles. Et il y a des questions auxquelles un écrivain ne peut pas répondre. Mais c'est une question qu'un écrivain peut poser. Vous croyez que la crise de l'euro peut constituer un élément positif pour créer de nouvelles idées comme ça? Alors justement, en cette période de crise, quelle peut être la réponse d'une personne comme vous via la culture? Je ne résous pas les crises économiques. Je suis une victime comme tous les autres, que j'ai perdu une partie. Mais est-ce que la culture peut donner un sens à l'Europe, du coup? Je disais simplement qu'il y a une identité culturelle européenne qui ne peut pas être clairement définie parce qu'elle est impalpable, mais qu'elle existe. Sur la base de cette unité, on a pu commencer à s'occuper de l'Europe et alors de penser même à une Europe politique et à une Europe économique. Une fois arrivé là, sur l'Europe économique, je n'ai aucune compétence et je serais malhonnête à en parler à la télé. Mais justement, l'Europe économique, semble-t-il, est en train de vaciller. Est-ce que la culture peut apporter des éléments de réponse, peut créer... Il n'y a aucune opportunité aujourd'hui? Non, avec immédiatement. Cette crise. Je ne crois pas que la culture peut changer le cours de bourse. Pas même Homère ne pourrait le faire. Est-ce qu'aujourd'hui, en cette période difficile pour l'Union européenne, votre sentiment d'appartenance à l'Europe, à la citoyenneté européenne est toujours aussi fort? Très fort, oui. Très fort depuis ma jeunesse. Très bien. Monsieur Eco, merci beaucoup. Merci bien. Ouais.